Le Père Noël nous a oubliés, dit le garçon au milliardaire seul, à Noël. La phrase tomba comme un petit caillou dans un lac gelé. Autour, la ville continuait de chanter. Vitrines illuminées, guirlandes qui clignotaient en cadence, rires et mitouflés sous les bonnets. Mais sur le banc de l'arrêt de bus, où le vent faisait glisser des flocons fins, elle devint le seul son qui comptait. Mark Grant la reconnut d'abord comme une coupe de lumière, une voix d'enfant, claire, sans fierté, pleine d'une urgence douce. Puis, plus bas, comme un écho familier, elle lui creusait la poitrine. Il avait arrêté sa voiture à distance, au bord du trottoir, comme on s'arrête pour regarder un accident mineur. Sa vie lui paraissait ces jours-là une grande maison vide, où des souvenirs allaient et venaient sans s'annoncer. Le milliardaire solitaire observait souvent la ville comme on observe un tableau dont on a déjà perdu le titre. Il portait un manteau sombre, ses mains étaient larges et froides. Sur son visage, la fatigue avait pris les plis d'une année entière. Il n'était pas venu pour s'occuper d'un banc, il était sorti parce qu'il avait besoin d'air, d'une raison de marcher dans la nuit. Mais la foi d'un enfant le retint. Sur le banc, une femme tenait un petit garçon serré contre elle. Anna avait les mains rouges de froid, elle tenait aussi une sucette emballée, un sac à dos usé, et une fatigue qui ne se dissimulait pas derrière son sourire. James, 6, peut-être 7 ans, avait les cheveux collés sur le front, les joues roses, et dans ses mains un dessin froissé où des ronds maladroits formaient un sapin. Il regardait la place vide d'une façon qui rendait les grands invisibles. Sa phrase, sortie comme une petite plainte, n'était pas une demande théâtrale, c'était la constatation d'un enfant qui cherchait une certitude. Mark s'approcha sans bruit, les pas amortis par la neige. Il n'aimait pas l'idée d'interrompre une intimité, mais l'image de ce garçon regardant la ville et croyant que le monde l'avait oublié lui fit remonter un nom, Emily, qui n'avait pas le droit d'apparaître dans sa bouche depuis longtemps. La voix de James n'était pas identique à celle de sa fille, mais elle portait la même cadence, les mêmes interrogations. Mark sentit qu'il pouvait tendre la main sans trop s'exposer. Une offre de café, un simple abri contre le froid. « Vous voulez vous réchauffer ?» demanda-t-il, voix basse, comme on propose une échelle. Anna leva les yeux d'abord sur lui, puis sur la circulation, hésita un battement. Elle connaissait les visages flottants de la ville, ceux qui passent et disparaissent. Elle sentait aussi que rester immobile signifiait accepter l'engourdissement jusqu'au matin. Les dents serrées, elle accepta. James, qui n'aimait pas refuser la chaleur, se leva en traînant son dessin sous le bras. Le trajet jusqu'à la maison de Mark fut silencieux. La ville semblait différente quand elle était traversée dans l'urgence d'un abri. Les portes automatiques s'ouvrirent comme des bouches prêtes à recevoir un invité indésirable, mais nécessaire. L'entrée était grande, trop grande pour une famille qui n'existait plus. Des guirlandes paraissaient suspendues par habitude, plutôt que par joie. Le hall sentait la cire et le bois poli, un parfum net et froid, presque réservé. Mark proposa du thé, puis, sans vraiment y penser, invita Anna et James à rester la nuit. Il n'était pas du genre à parler de lui, il ne faisait pas de drame public ni de largesse théâtrale. Pourtant, il connaissait la valeur d'un endroit où l'on pouvait déposer son sac et respirer. Anna accepta, prise par la fatigue autant que par la pudeur d'exposer sa vulnérabilité dans la rue. Elle ne demanda rien d'autre qu'un lit pour la nuit et un four pour réchauffer quelque chose. À vrai dire, elle n'avait pas imaginé que quelqu'un comme lui puisse offrir cela sans que cela ne devienne spectacle. Mark le fit sans spectacle. La maison était grande et silencieuse. Le salon, décoré pour les fêtes, semblait avoir été mis en place par des mains qui savaient exactement comment suivre une liste. Sapin coiffé d'un chapeau d'or, guirlandes effilochées, quelques boules de verre encore brillantes. Tout cela émettait une politesse de Noël plutôt que la chaleur d'une famille. Sur la cheminée, une boîte à musique en bois reposait ouverte. Une petite mélodie s'en échappa quand James, curieux, posa un doigt sur la manivelle. La boîte joua Silent Night d'une voix mécanique mais précise. Les notes, simples et constantes, entrèrent dans la pièce comme une clé dans une serrure. Mark sentit quelque chose se briser en lui. Il reconnut la mélodie d'instinct. C'était la chanson qu'il fredonnait autrefois pour Emily, la même qui avait été la berceuse de leur soirée avant que les choses ne se dérobent. Il regarda la boîte à musique comme on regarde une photographie ancienne, avec douleur et une sorte de reconnaissance coupable. Puis son regard glissa vers l'arbre, et là, au milieu des boules assorties, une petite décoration en porcelaine pendait encore. Un cœur peint, écaillé, où quelqu'un avait écrit autrefois à la main Emily. Le bruit de la boîte cessait d'être seulement une mélodie. Il devint un fil tendu qui reliait Mark à un soir précis, à un nom, à un visage. Anna sentit un changement subtil dans son attitude. James chantonna les quelques nots qu'il connaissait, et, inconscient de la portée, toucha du bout des doigts l'ornement. Le cœur en porcelaine était plus petit que ce qu'on imagine, mais dans cette maison il pesait plus lourd que toutes les autres décorations. Mark devint silencieux.
Il prit le cœur entre deux doigts comme on saisit un billet ancien, comme on prend quelque chose qui appartient à un monde qu'on croyait englouti. Il n'y eut pas d'exclamation, pas de reproche. Une vérité s'installa. Il n'avait jamais enlevé cet ornement. Il l'avait gardé parce qu'on garde certaines reliques par respect ou par manque de courage à les jeter. Le petit objet recollait les bords d'un souvenir que Mark avait tenté depuis des années d'arrondir en silence. James, voyant qu'il tenait quelque chose, tendit sa petite carte froissée. « Regardez, je l'ai fait pour le Père Noël !» dit-il fièrement, sans se doter de l'onde qu'il provoquait. Sur le papier, un sapin à la craie, des points d'étoiles, et en lettres épaisses, maladroites, pour Santa. Mark sourit, un sourire court, qui ne cherchait pas à masquer la lueur humide dans ses yeux. Il prit la main du garçon et, spontanément, le serra contre lui. Ce fut un geste simple, presque maladroit, comme on met un pansement sans savoir s'il suffira. James répondit en déposant sa tête contre la poitrine de Mark, ne mesurant pas la portée de son geste. Anna resta en retrait, observant la scène avec prudence. Elle n'avait pas besoin d'entendre des promesses, elle avait besoin d'actions qui ne la réduiraient pas à un trophée. Mark, malgré son statut, respecta cette frontière. Il proposa un gâteau à la vanille qu'une aide de maison avait laissé sur une étagère, échangea quelques mots avec Anna sur des choses pratiques, un lit, des couvertures, des vêtements chauds. Il parlait sans fioriture, conscient que l'excès de compassion pouvait se transformer en pitié. La nuit fut courte et réelle. Ils s'installèrent comme on se met à un feu pour une courte pause, avec reconnaissance, mais sans illusion. James s'endormit tôt, sous une couverture que Mark avait tendue. Anna resta éveillée un moment, à la fenêtre, regardant les lumières qui descendaient vers la rue, comme s'il s'agissait d'une procession d'âmes tranquilles. Elle parlait un peu de son passé, de ses études interrompues, des petits boulots qui ne suffisaient pas, et de son désir d'offrir une autre vie à James. Elle parlait sans plainte, sans se poser en victime, mais en décrivant des réalités qui réclamaient une solution raisonnable. Mark écouta. Il n'avait pas l'habitude d'entendre des plans modestes et tenaces. Sa richesse éclairait des possibilités, certes, mais il savait aussi qu'on ne recoupe pas une vie avec un billet. Pourtant, il sentit une poussée d'urgence tranquille, la nécessité de faire quelque chose de pratique, proportionné et respectueux. Pas de grands gestes de publicité, pas de chèque laissé sur une table, mais une offre qui maintiendrait la dignité d'Anna et assurerait une continuité pour James. Il pensa à sa fondation, New Start Foundation, une structure qu'il avait créée pour aider des projets locaux, parfois maladroitement, parfois avec cœur. Il n'en avait jamais parlé à personne dans ce contexte. Le lendemain matin, la maison semblait moins froide. La lumière filtrait par les rideaux, la neige sur le rebord de la fenêtre brillait comme une poussière d'os. Le thé fumait, le gâteau à la vanille avait été réchauffé et servait de petits délices. Jem mangeait en racontant des histoires qu'il savait incomplètes, des récits d'école, des blagues sur les reines, et Anna écoutait, souriante mais prudente. Mark participait par petites phrases, des commentaires simples qui n'obligeaient personne. « Je peux vous aider », dit-il enfin, sans fanfare. Ces mots ne furent pas une promesse absolue, ils n'annonçaient pas un miracle, seulement une ouverture. Il proposait d'envisager un soutien pratique, une formation financière, un logement temporaire assuré par un programme de la Fondation, une aide pour la garde d'enfants pendant qu'Anna reprendrait ses études ou chercherait un travail stable. Il parla de cela comme on parle d'un chemin praticable, plutôt que d'une autoroute éclairée. Anna écoutait, et dans son regard on lit une prudence presque soulagée, plutôt qu'une foi naïve. « Je ne veux pas d'aumône, dit-elle. Je veux une chance. » Mark répondit par un hochement de tête. Il aimait la détermination qui ne demandait pas de caution. Il promit d'y réfléchir, et surtout de ne pas transformer cette aide en spectacle. Il savait que la vraie chose à offrir n'était pas seulement de l'argent, mais du temps, de la continuité, une main qui ne se retire pas trop tôt. La journée les mena dans des lieux simples et à contre-jour. Une petite librairie de quartier où Anna aimait feuilleter des livres de cuisine et de couture, la chaleur réconfortante d'un café où Jem choisit un chocolat chaud et en fit des bulles sur le bord de sa tasse. Mark observait ses gestes avec l'étonnement de quelqu'un qui avait oublié comment les petits détails fixent une journée. À la librairie, une vieille commerçante leur parla avec la douceur qui appartient aux gens qui tiennent un lieu depuis longtemps. Elle offrit un morceau de papier coloré à Jaime pour son dessin et lui glissa une histoire courte à lire le soir. Ces petites attentions s'agrégeaient comme une sorte de tapisserie, modeste mais suffisamment solide pour tenir une vie. Plus tard, sur la route vers une colline un peu à l'écart, la lumière prit une qualité différente. La ville restait visible à l'horizon comme une promesse lointaine. Le vent y était plus net, porteur d'une froideur qui pique les lèvres mais clarifie la pensée. Mark conduisait en silence. Anna était à côté, observant la route, et Jem regardait les arbres, chassant des flocons du bout des doigts.
Il y avait dans ce trajet une raison qui n'avait pas besoin d'être articulée. Marc voulait montrer quelque chose, ou peut-être se montrer quelque chose à lui-même. La colline était un endroit où il venait parfois seul, par habitude ou par remords, pour se confronter à un souvenir qu'il n'arrivait pas à expulser autrement. Ils marchèrent jusqu'au sommet. La vue sur la ville, dans la blancheur, était nette comme une carte. Marc s'arrêta, prit un petit mouchoir en tissu dans sa poche, un mouchoir que ses mains portaient comme un talisman, et le déplia. Le coin était orné d'une broderie fine, presque effacée par les lavages, une initiale, un nom peut-être. Anna observait sans parler, Jaime s'épancha, curieux de ce qui faisait trembler l'adulte. Marc passa le mouchoir sur son visage, comme pour s'autoriser une toilette privée dans la nuit. La broderie portait, en lettres minuscules et soignées, Émilie. Le nom était si petit et si précis que la montagne sembla se rapprocher. Marc sentit tout d'un coup la présence absente de cet enfant. Elle n'était pas là pour rire, pour poser une main sur son épaule, mais son nom était cousu sur le tissu qu'il avait gardé. Il n'avait pas su la perdre proprement, il n'avait su qu'amasser des objets pour contenir l'absence. Jaime prit le mouchoir comme s'il s'agissait d'une relique. Ses doigts courts firent voler un petit nuage de neige qui scintilla contre la broderie. « C'est pour toi ?» demanda le garçon, et la question, naïve, pénétra comme une flèche. Marc n'avait pas de réponse toute prête. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il gardait ce qui le faisait souffrir. Il ne pouvait pas dire qu'il espérait qu'en gardant le mouchoir, il gérerait la douleur. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il avait gardé Émilie par des choses matérielles et que ces choses parlaient maintenant pour lui. La révélation n'explosa pas, elle s'installa comme une marée qui monte doucement. Marc sentit que la route qu'il avait parcourue ces derniers mois, de réunions, d'investissements et de discours, laissait dans le lointain. Il y avait maintenant, devant lui, une route plus étroite et plus exigeante, celle de l'attention. Il comprit que donner un toit ou un chèque ne suffirait pas. La vraie question était d'être présent, non pas envahissant, mais tenace. Il ne savait pas encore comment articuler cette présence, ni combien de temps il pourrait la maintenir. Ils redescendirent la colline comme on revient d'un lieu sacré. Le bruit des pas sur la neige faisait un rythme propre, un dire secret. Jaime chantonnait Silent Night à mi-voix, comme s'il avait appris la chanson dans la boîte à musique, et la fragilité de sa voix rendait la pièce d'air plus précieuse que n'importe quel discours. Anna se pencha vers lui, et sans demander la permission, posa une main sur sa tête. C'était un geste de protection, une signature de présence. De retour dans la voiture, l'air réchauffera leur visage. Marc, avec la simplicité d'un homme qui tente une question délicate, dit qu'il allait parler à quelqu'un de sa fondation. Il ne formula pas de promesse. Son ton était mesuré, la phrase posée comme une pierre qui attend d'être mise au mur. Anna répondit qu'elle ne souhaitait pas de cadeau, seulement de la constance. Marc acquiesça. Il sentait qu'il avait devant lui une responsabilité nouvelle qui n'était ni un fardeau ni une couronne, mais une possibilité d'aligner enfin ses actes avec quelque chose qui avait du sens. La journée se termina sans éclat, mais sans retrait. Ils revinrent à la maison par des rues qui semblaient plus proches, comme si la nuit avait réduit la distance entre eux. Dans le salon, la boîte à musique attendait, fermée. Jaime posa sa carte sur la table, l'ornement Émilie brilla faiblement dans la lumière, et le mouchoir brodé trouva sa place, posé sur la table basse comme un petit pavillon discret. Marc ferma un instant les yeux et, sans en faire une confession publique, laissa tomber quelques larmes que personne ne força à sécher. Ce n'était pas une redécouverte miraculeuse ni une rédemption soudaine, c'était une reconnaissance. Il avait encore mal, et peut-être que réparer ne signifiait pas s'effacer, mais plutôt s'engager à poursuivre. Jaime, inconscient de l'ampleur de sa contribution, frotta ses mains autour d'une tasse. Anna sourit, non pas triomphante, mais soulagée par le fait que quelqu'un qui pouvait faire quelque chose avait choisi de ne pas traverser cette nuit en silence. La phrase qu'avait dit Jaime sur le banc n'avait pas soudainement été démentie par quelque magie, et il n'y avait pas de Père Noël qui descendait des cieux pour distribuer des solutions. Il y avait à la place la décision lente et humaine de répondre à une pauvreté qui n'était pas seulement matérielle, mais temporelle, le manque d'un adulte constant, la précarité d'un projet de vie. Marc comprit que la meilleure façon de ne pas oublier serait de rendre sa mémoire active, de transformer le souvenir d'Émilie en énergie pour autre chose que la douleur. Avant que la nuit ne s'achève, il prit une décision très concrète, appeler son assistant, fixer une réunion pour la fondation, demander des options de logement temporaire et des places dans des programmes de formation locaux. Il ne promettait pas l'impossible, il n'annonçait pas des solutions instantanées, mais il ouvrait une porte. Jaime, qui n'en savait rien, roula sur le canapé et mit sa tête sur l'épaule d'Anna, qui posa sa main sur la sienne avec la détermination tranquille de quelqu'un qui sait qu'il faudra beaucoup, mais qui est prêt à commencer. La ville continua de chanter dehors. La boîte à musique, dans un coin, semblait attendre le prochain doigt qui tournerait la manivelle. Marc regarda l'ornement marqué Émilie et le mouchoir brodé, puis se leva pour chercher quelque chose dans une étagère. Ce geste, simple, annonçait une suite.
Il prit une enveloppe et écrivit quelque chose de bref, une adresse, un nom de programme, un contact. Il ne s'agissait pas d'une proclamation, mais d'un acte administratif, presque banal. Pourtant pour lui, c'était un pas hors de la solitude. La maison, qui avait d'abord paru trop propre pour recevoir des histoires humaines, hébergeait désormais une conversation naissante. Les mots restaient prudents, les gestes au contraire parlaient plus fort. Marc posa la carte de James sur le piano, la boîte à musique sur la cheminée et remit le mouchoir brodé dans la poche de son manteau. Il ne savait pas encore si, dans plusieurs mois, il serait capable de construire une famille nouvelle, ou de simplement offrir des repas réguliers. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus se contenter d'empiler des souvenirs, comme des pièces sur une étagère. La nuit se replia sur la maison. Jaime s'endormit en souriant d'un rêve d'enfant. Anna veilla un peu, songeuse, puis, rassurée, lutta contre le sommeil. Marc resta éveillé plus longtemps. Il fit des comptes sans parler. Il pensa à Émilie et à la façon dont son nom, simple et tendre, tenait désormais lieu d'étoile pour guider un acte. Il sentait la neige rouler doucement contre les vitres, comme si la ville l'appelait à une responsabilité. Et quelque part, au milieu de cette nuit qui n'annonçait pas de miracle, une décision fut prise qui changerait la cadence des jours à venir. Le chemin restait incertain, la bonté restait humaine et imparfaite. Mais la main tendue, modeste, discrète, tenace, avait commencé à se dessiner. Les jours qui suivirent ne ressemblaient pas à une parade médiatique. Ils eurent la forme de rendez-vous discrets, de courriels sobres, d'appels qui sonnaient doucement avant d'être pris. Marc tint parole de la manière qui lui convenait le mieux. Il transforma une intention en liste, puis la liste en geste. Il contacta son assistant, convoqua une petite équipe de la New Start Foundation et demanda des propositions simples et plausibles, des places dans un programme de formation, un logement temporaire à coût limité, une aide pour la garde d'enfants. Il ne voulait pas d'annonce publique, il voulait surtout que l'offre reste fidèle à sa promesse initiale, continuer sans s'en aller au premier accroc. Anna, prudente mais soulagée, mit du temps à accepter les détails. Elle consulta des brochures, regarda des horaires, posa des questions sur la durée des formations et sur la manière dont elle serait rémunérée. Elle connaissait la fragilité des promesses et, par orgueil autant que par sagesse, demanda que tout soit écrit, que des points de contact existent. Marc accepta cette condition sans surprise. Pour lui, une signature et un calendrier suffisaient à transformer une bonne intention en quelque chose de traçable. Ils scellèrent un accord humble, un appartement temporaire assuré par la fondation le temps d'une formation, une allocation pour aider à couvrir les décalages et une place dans un atelier de jour pour Jaime, encadré par une petite équipe de bénévoles. Ce furent les petites choses, répétées, qui firent la différence. Anna ne fut jamais traitée comme une bénéficiaire passive. On lui proposa des options, elle choisit, refusa, négocia. Elle opta pour une formation en gestion hôtelière de quartier, un domaine qu'elle connaissait un peu, qui lui paraissait concret et digne. Elle prit des cours le matin, et l'après-midi, elle travaillait quelques heures dans une cantine associative mise en lien par la fondation. Chaque fois qu'un paiement intervenait, c'était sous forme de bourse ponctuelle, transparente et liée à des objectifs partagés. Marc, qui avait l'habitude d'ouvrir des coffres d'une main distante, apprit à signer des chèques qui allaient dans des comptes gérés par des professionnels de terrain. Il s'assit aux réunions quand on le lui demanda, posa des questions sur la logistique et, surtout, écouta. Les premières semaines furent parfois maladroites. Il y a des appels manqués, des difficultés pour trouver quelqu'un pour garder Jamie certains jours, un dossier administratif oublié par mégarde. Mais il y eut aussi des victoires minuscules. Anna réussit son premier module de formation. Jamie trouva une amie à l'atelier du samedi. La vieille commerçante de la librairie donna à Anna un petit livre de recettes qu'elle avait annoté de propres astuces. Marc, qui auparavant mesurait l'impact en chiffres arrondis, apprit la valeur des conférences de 5 minutes avec un éducateur de rue et de l'écoute régulière de l'assistante sociale. La fondation ne devint pas une panacée, elle devint un filet, un endroit où l'on pouvait s'applier. Parfois, Marc revenait chez lui avec des boîtes remplies de petits trésors rapportés des courses communes, d'anciens numéros de magazines pour enfants, un pot de confiture artisanale offert par la libraire, un paquet de biscuits au chocolat trouvé chez le pâtissier du coin. Ces objets, anodins, remplissaient des creux qu'il n'avait pas su nommer. Il posa le mouchoir brodé Émilie sur son bureau, à côté d'un agenda de la fondation. Le tissu, frangé, continuait d'émettre une présence discrète. Il l'entoura désormais d'actes plutôt que de regrets. Chaque fois qu'il passait la main sur la broderie, et il se souvint de la promesse de constance qu'il s'était faite sur la colline. La petite librairie devint un point d'ancrage.
La vieille commerçante, qui avait l'œil pour voir quand quelqu'un avait besoin d'un mot de courage, organisa une séance de lecture pour enfants où Jamie fut invité à présenter son dessin du sapin. Il monta sur une chaise, les jambes ballantes, et expliqua d'un air sérieux que Santa aime les dessins. Sa voix, un peu hésitante, se fit courageuse sous les regards bienveillants. Anna, qui était venue soutenir, eut les yeux brillants, et pour la première fois de longtemps, la sensation qu'elle n'était pas seule à tenir la barre. Les mois passèrent en un assemblage de détails. Marc ne changea pas du tout à tout. Ses habitudes restaient partiellement les mêmes. Il continua d'aller à des réunions d'entreprise, continua de gérer des investissements, mais ses déplacements incluaient désormais des trajets vers des locaux de quartier, des visites de logement, des rencontres avec des éducateurs. Il apprit à attendre, à laisser aux solutions le temps d'exister. Anna suivit sa formation, y mit de l'énergie et parvint progressivement à accumuler des compétences qui lui rendaient la confiance. Le soir, parfois, elle revenait chez elle, l'appartement mis à disposition par la fondation, avec des épices achetées à la coopérative du marché, et cuisinait des plats simples pour Jamie, qui se jetait dessus comme sur une fête. Une date fut mise de côté pour une inauguration discrète, une petite salle municipale qui serait aménagée pour accueillir des activités de la New Start Foundation. Marc voulut que la cérémonie soit à l'image de ce qu'il souhaitait construire, sobre, participative, ouverte à ceux qui avaient participé au projet. Il engagea la libraire pour faire le buffet, demanda à quelques bénévoles de préparer des activités pour les enfants et confia à Anna la coordination d'une table d'information destinée à d'autres mères qui chercheraient des formations. Elle accepta, non par reconnaissance, mais parce que cela lui permettait d'être utile, de transformer sa propre expérience en quelque chose qui pourrait servir d'exemple. Le soir de l'inauguration, un petit flocon épais vint blanchir la ville. La salle, chauffée et décorée à la main par des volontaires, avait l'air d'un lieu où l'on avait décidé de mettre de la vie après un long hiver. On disposa quelques guirlandes, des nappes, des chaises pliantes. Des enfants couraient entre les jambes des adultes, criant des noms de reines. Au fond de la salle, une table exposait des objets symboliques. La boîte à musique qui avait joué Silent Night, soigneusement nettoyée, l'ornement Emily posé sur un coussin simple, et près d'eux, une petite plante en pot offerte par la libraire. Ces objets n'étaient pas des reliques sacrées, ils étaient des témoins d'une histoire, commencée la nuit de la rencontre. Marc prit la parole sans grandes annonces. Il parlait de manque, de petites réponses et de la nécessité de créer des liens. Il évita l'oratoire flamboyant, choisit la voix mesurée d'un homme qui n'avait pas besoin d'étincelles pour éclairer une vérité. Il remercia ceux qui avaient travaillé dans l'ombre et surtout parla peu de lui. Il parlait plutôt du projet, des ateliers de formation, des bourses, des partenariats avec des commerces locaux pour permettre aux parents de concilier travail et garde d'enfants. Il expliqua que la fondation offrirait un espace pour que des familles prises dans l'urgence puissent se poser, planifier et repartir si elles en avaient envie. Anna tendit la main à ceux qui venaient chercher de l'information. Elle expliquait, en termes concrets, comment s'inscrire aux formations, quels étaient les prérequis et combien de temps durait un module. Sa voix était claire. Elle parlait de ce qu'elle connaissait, et dans ses phrases, on entendait la force tranquille de quelqu'un qui avait choisi de devenir actrice de sa vie. Pendant qu'il évoquait ses projets, Marc sentit les regards autour de lui. Nombreux étaient ceux qui voyaient en lui l'homme riche, mais beaucoup plus nombreux étaient ceux qui entendaient l'engagement de l'homme qui mettait son réseau et ses moyens au service d'autres vies. À la fin de son intervention, il laissa la parole à Anna. Elle se leva, un peu surprise, mais accepta. Elle parla sans théâtralité, raconta brièvement son parcours, parla des difficultés et de ce qui avait marché. Son témoignage, simple, toucha l'assemblée. Les applaudissements furent modestes mais sincères. Jaime, qui avait regardé la scène depuis une table où il dessinait, applaudit avec énergie, les mains encore pleines de craie. La veillée de Noël improvisée débuta avec un chant. Les enfants, entraînés par la libraire et quelques mères, entonnèrent Silent Night. La mélodie se répandit, parfois faux, parfois juste, mais toujours chargée d'une douceur qui faisait taper le cœur. La boîte à musique, posée près de l'ornement Emily, fut ouverte et sa petite manivelle tourna. La mécanique fragile donna la note d'introduction. Jaime, les yeux brillants, chanta plus fort que sa voix ne le promettait, et bientôt la salle tout entière chanta avec lui. Ce fut à la fin de la veillée, quand les gens se dispersaient en conversations étouffées et en promesses de se revoir, que Marc fit un pas à part. Il n'avait pas l'intention de créer une scène, il avait seulement besoin de dire quelque chose de clair. Il chercha Anna des yeux, la trouva près d'une fenêtre, regardant la neige qui tombait. Il la rejoignit sans hâte. Elle le regarda venir, puis observa sa main où il tenait un petit objet enveloppé dans un mouchoir propre. Le geste, mesuré, portait la même simplicité que ses actes récents. Il ne lui offrit pas de discours enflammé. Il posa le mouchoir sur la table entre eux, et dessous une petite bague modeste,
plus symbole que bijou. Une alliance discrète, sans pierre, polie mais sans éclat. Sa voix resta basse. Ce n'est pas une demande de mariage au sens traditionnel, dit-il. C'est une promesse. Si tu veux la recevoir comme signe que je resterai présent, pas pour remplacer ce que tu as perdu, mais pour construire avec vous deux un chemin qui ne vous laisse pas tomber. Si tu veux refuser, je comprendrai. Si tu veux du temps, prends-le. Il n'essayait pas d'attendrir, il proposait une disponibilité. Anna prit la bague entre ses doigts. Elle la regarda comme on regarde un outil plutôt qu'un trésor, mesurant son poids et son sens. Il ne s'agissait pas d'une abdication de sa liberté, mais d'une invitation à un partage. Elle pensait à tout ce qui avait été nécessaire pour que cette veillée existe, ses doutes, ses efforts, les rendez-vous, les petites victoires. Elle regarda Jaime, qui, loin d'eux, dessinait un sapin maladroit. Elle regarda la salle, où des voix parlaient de façon animée. Enfin, elle posa la petite bague sur la paume de sa main et la referma doucement. Elle ne dit pas oui comme un éclat. Elle posa plutôt un d'accord mesuré, suffisant pour commencer. Ce geste n'annula rien du passé. Il n'effaça pas le nom d'Émilie ni la douleur que portait Marc, mais il transforma la solitude en une promesse de présence. Ce fut un engagement à être là, à faire les trajets, à partager la charge d'un quotidien recomposé. Les mots qu'ils échangèrent ensuite furent des négociations pratiques. Comment organiser les fins de semaine? Qui garderait Jaime quand Anna travaillerait part? Comment intégrer une vie à trois dans des emplois précaires? Ils parlaient de choses concrètes, avec la même gravité que lorsqu'on signe un contrat. Leur intimité n'était pas un feu d'artifice, c'était un accord transférable, détaillé, réel. Les semaines qui suivirent l'inauguration furent un tissage patient. La Fondation mit en place un calendrier d'activités, des cours de soutien, des ateliers parentaux. Anna trouva un emploi à mi-temps dans un café partenaire où elle put appliquer ses nouvelles compétences. James se fit des amis à l'atelier et apprit à attendre les mercredis avec enthousiasme. Marc continuait d'envoyer des mails, mais il avait aussi des appels réguliers avec l'équipe de terrain pour suivre l'évolution des parcours. Il vint parfois, sans annoncer, pour déposer des sacs de vêtements, pour écouter un éducateur, pour apporter un gâteau à la vanille qu'il avait demandé à la libraire de préparer. Ces gestes, répétés, firent plus qu'un mot. Ils tissèrent la confiance. Un soir de décembre, quelques mois plus tard, alors que la neige avait recouvert les trottoirs d'une couche silencieuse, la communauté de la Fondation organisa une petite fête pour les familles inscrites. On apporta des jeux, des lampions, et encore une fois la boîte à musique fut de sortie. Les enfants eurent un concours de dessin, et Jaime présenta une série d'images représentant des sapins, des maisons et des personnages qui se tenaient par la main. Il avait maintenant un rituel, poser la carte qu'il avait faite la première nuit sur la table, à côté de l'ornement Émilie, comme s'il voulait inscrire ce tout petit commencement dans la mémoire du lieu. Ce soir-là, après la distribution de petits cadeaux et avant la chanson finale, on disposa une grande feuille de papier pour que chaque enfant écrive une lettre. James s'assit, prit un crayon et commença à écrire avec la gravité d'un petit organisateur social. Il traça de grandes lettres et corrigeait sa main de garçonnet. D'abord, il écrivait la phrase qu'il connaissait bien. « Le Père Noël nous a oubliés ». Puis, après un silence où il regarda tour à tour Anna et Marc, il ratura, se reprit et écrivit d'une écriture lourde et décidée « Le Père Noël ne nous a pas oubliés cette année ». Il signa son nom en bas, avec un point final très ferme, puis plia la lettre et la glissa dans une boîte destinée aux initiatives caritatives. Un geste symbolique qui en disait long sur la façon dont un enfant pouvait transformer une blessure en message. La lettre de Jamie fut lue à voix basse par la libraire, et son texte circula comme un petit talisman parmi les familles présentes. Les adultes se sourirent, certains avec les yeux humides, d'autres avec le sourire discret de ceux qui savent que les véritables cadeaux ne tiennent pas dans des paquets. Marc, qui observait la scène, sentit une paix qui n'était pas l'absence de peine, mais la présence d'une route. Il prit le mouchoir brodé Émilie depuis sa poche et le posa sur la table, à côté de la boîte où les lettres étaient rangées. Le tissu, taché et usé, semblait maintenant habiter un espace communautaire plutôt que l'intimité d'un seul homme. Le temps continua son travail d'usure douce. Anna accrut son engagement professionnel, gagna en confiance et finit par décrocher un poste fixe dans une petite équipe d'événements culinaires. La stabilité n'était pas totale, mais elle était plus solide qu'avant. Jamie, qui avait grandi dans la douceur des habitudes, prit conscience que la maison n'était pas seulement un toit temporaire, c'était un lieu où l'on réveillait des projets.
Marc, quant à lui, apprit à conjuguer ses responsabilités d'homme public avec la discrétion d'un voisin engagé. Il n'était plus simplement celui qui donnait l'argent, il était celui qui venait parfois réparer une lampe, qui déposait un gâteau de vanille, qui expliquait calmement à Jamie pourquoi certaines décisions prenaient du temps. Le geste du mouchoir sur la colline, le cœur en porcelaine marqué Emily, la carte froissée de Jamie et la petite bague posée sur la paume, tous ces éléments, répétés, prenaient désormais place dans le récit d'une famille qui ne prétendait pas guérir en un clin d'œil. Ils devenaient des repères, des mots d'ordre pour des jours à construire. Les blessures restaient, elles n'étaient pas effacées par la présence, mais la présence elle-même avait acquis une solidité qui rendait l'avenir pensable. 1 an après la nuit où la voix d'un garçon avait traversé le froid pour atteindre la vie d'un homme, la Fondation organisa une veillée publique pour fêter les bilans et annoncer la continuité des programmes. La salle était pleine à craquer. Des familles, des bénévoles, des commerçants, des enfants, tous étaient venus. On chanta, on raconta des histoires, on rit des maladresses passées. La boîte à musique fut de nouveau posée sur la cheminée improvisée et ses notes commencèrent en Silent Night. Jamie, plus grand d'1 an et d'une assurance nouvelle, prit le micro et lut, d'une voix qui trembla un peu mais resta ferme, la lettre qu'il avait écrite sur la grande feuille. Ces mots furent simples. Il raconta l'hiver, la nuit sur le banc, et conclut par une phrase que la salle entière retint, murmurée en chœur par des lèvres humides. « Le Père Noël ne nous a pas oubliés. » Marc regarda Anna, et leurs regards se croisèrent avec une reconnaissance qui ne demandait pas de louange. Ils échangèrent un sourire, puis un geste, comme 2 personnes qui s'accordent à continuer. Après la veillée, alors que la neige recouvrait encore les trottoirs et que des lanternes dispersaient une lumière douce, James glissait une petite lettre dans une enveloppe destinée à être envoyée à une association qui aidait d'autres villes. Sur le dessus, il écrivait, de sa grande écriture d'enfant, « Pour les enfants qui se sentent oubliés ». Il dessina un simple sapin et y ajouta en dessous, d'une main déterminée, la phrase qui avait commencé tout cela. Pas comme une plainte, mais comme un témoignage. « Le Père Noël nous a oubliés ». Puis, en dessous, raturé puis corrigé, mais nous avons trouvé des gens. La fin de l'histoire n'était pas une célébration bruyante, mais une continuité. Les personnages n'avaient pas été libérés de leurs cicatrices, ils avaient appris à les porter ensemble. La Fondation continua son travail, parfois à tâtons, en améliorant ses processus, en écoutant les retours, en adaptant ses actions. Anna travailla, cria de rire avec James, fit cuire des gâteaux à la vanille pour les réunions de quartier. Marc fit ce que peu d'hommes de sa stature font. Il apprit la patience de l'attention. Parfois, il revenait seul à la colline, sortait le mouchoir brodé et le regardait au-delà de la neige, non pas pour fuir la douleur, mais pour s'en souvenir avec l'humilité d'un homme qui sait que la présence vaut plus que les regrets. La phrase initiale qui avait servi d'étincelle, « Le Père Noël nous a oubliés », continua de vibrer dans l'histoire comme un fil. Mais au fil des jours, elle fut rejointe par d'autres phrases, moins dramatiques peut-être, mais plus concrètes. « Nous avons une place pour vous. Reviens demain, on t'aidera. Nous avons besoin de ton savoir. » James grandit avec ces phrases-là, et un soir, en collant l'enveloppe scellée, il murmura à son père adoptif d'un soir, celui dont la richesse avait choisi d'ouvrir la porte. « Merci », d'une voix qui n'était plus tout à fait celle d'un enfant seul, mais celle d'un enfant qui savait qu'il existait un réseau de mains. Et si quelqu'un, à la fenêtre, avait regardé la scène et tenté d'écrire la morale du récit, il aurait peut-être dit que Noël n'était ni un miracle, ni une formule magique, mais l'occasion où la bonté organisée rencontre la fragilité humaine. Pour ces personnages, Noël fut un commencement, pas une délivrance. La vie continua, avec ses jours ardus et ses petites victoires, et la neige fondit comme chaque printemps venu trop tôt. La dernière image qui clôt le temps de cette histoire est celle d'une main d'enfant qui plie une lettre avant de la glisser dans une boîte. On y voit le dessin d'un sapin, la trace d'un cœur en porcelaine esquissée au crayon, et en bas de la feuille, la phrase réécrite par un petit garçon qui avait appris à regarder les gestes plutôt que les légendes. Le Père Noël ne nous a pas oubliés cette année. Puis, sous cette phrase, il ajouta, sans plus d'hésitation, « Mais ce sont les personnes qui ont choisi d'être là qui ont fait la différence. » Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances.